Bonjour à tous, je me présente, je suis Victoria Brun, je suis chargée de mission au sein du syndicat mixte la FIB 64 et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire qui sera aujourd'hui consacré à l'arrosage intelligent. Il sera animé par Nabil Hamdi de la Fibre 64 et nous aurons également le plaisir d'accueillir la société Sogetrel. Si vous avez des questions pendant la présentation, un chat est à votre disposition. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Je tiens également à vous préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour revisionnage sur le site des webinaires dont l'adresse est webinaire au pluriel.lafibre64.fr dès cette fin de semaine. Je laisse sans plus tarder la parole à Nabil. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci Victoria. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ici pour discuter d'un projet innovant et essentiel pour notre collectivité, qui est l'arrosage connecté. Je suis Nabil Hamdi, représentant de la Fibre 64. La Fibre 64 est le fruit d'une initiative conjointe du département, des communautés d'agglomération et des communautés de communes. La Fibre 64 est née de la volonté partagée de nos collectivités locales de moderniser et dynamiser notre territoire. Ce partenariat étroit entre les départements, les communautés d'agglomération et le comité de communes a pour but d'améliorer notre qualité notre qualité de vie, grâce aux technologies numériques. Notre mission se déploie autour de 3 axes principaux. Premièrement, le déploiement. La Fibre 64 travaille activement au déploiement d'infrastructures de très haut débit. La délégation service public THD 64, gérée par THD 64, filiale d'XP Fibre, Groupe Altis, vise à connecter l'ensemble des foyers et entreprises des Pyrénées Atlantiques à la fibre optique. En parallèle, la délégation service public IRIS 64, confiée à SFR, avec un accès ADSL de qualité à plus de 25 000 foyers. Le réseau THD Radio, opéré par la Fibre 64 et commercialisé par Ozone, permet une connexion sans fil couvrant une très grande partie du département. Des aides financières sont également disponibles pour permettre l'accès au très haut débit via le satellite, 4G et même la 5G. Enfin, grâce à l'accord New Deal, notre collaboration avec les opérateurs privés pour couvrir des territoires avec la 4G et ainsi réduisant les zones blanches. Je dirais deuxièmement, c'est la modernisation. Nous offrons des solutions numériques aux administrations locales pour optimiser leurs services. Nous partageons des outils cloud tels que les plateformes des marchés publics, des solutions cybersécurité, des outils de vidéosurveillance et bien d'autres. Ces services sont fournis gratuitement, favorisant la mutualisation et la solidarité entre les territoires. Et enfin, je dirais l'autonomie. Notre médiateur numérique anime les ateliers de formation ouverts à tous, financés par la Fibre 64. Nous nous engageons également auprès des plus jeunes en organisant des sessions de sensibilisation aux usages numériques dans les collèges. Nous croyons fortement que chacun doit pouvoir profiter pleinement des avantages des très haut débit en toute autonomie. Aujourd'hui, nous mettons en avant un exemple concret. Dans notre mission de modernisation, l'arrosage connecté. Ce système utilise des capteurs pour surveiller l'humidité du sol, les conditions météorologiques et d'autres paramètres environnementaux. Les données recueillies permettent d'optimiser des horaires d'arrosage, réduisant ainsi la consommation de l'eau et les coûts associés. Les bénéfices sont multiples. L'économie de l'eau, détection de fuite, améliorer les cultures, réduction du coût. Enfin, pour conclure, la Fibre 64 va au-delà de la simple fourniture d'infrastructures numériques. Elle représente un catalyseur pour le développement durable et l'innovation dans notre département.
L'arrosage connecté est un parfait exemple, démontrant comment la technologie pourra améliorer notre quotidien et protéger l'environnement. Maintenant, pour approfondir cette thématique et nous présenter les aspects techniques et les détails de marché, j'ai le plaisir de passer la parole à notre partenaire, à Sogetrel, titulaire de marché. Merci Nabil. Bonjour à tous, Guillaume Stekelias, je suis donc responsable commercial dans la division territoire connecté et durable InfoCities de chez Sogetrel. Je vais démarrer par d'abord une présentation assez succincte quand même du groupe Sogetrel, et puis derrière on va effectivement faire un focus sur cet usage du coup de l'arrosage automatique. Victoria, je vous laisse passer du coup à la slide suivante. Donc effectivement, donc Sogetrel, donc nous on est intégrateur de services numériques. On a un groupe de plus de 4500 collaborateurs répartis partout en France dans plus d'une centaine d'agences, du coup donc en proximité des clients. Et globalement, service numérique, donc à travers trois grandes briques qu'on voit ici représentées. Donc la première sur la brique connectée. Donc là, on va parler surtout de réseaux, donc les réseaux, que ce soit les réseaux fibres, hein, historiquement chez Sogetrel, les réseaux également radio, donc de type 4G, 5G, réseau LoRaWAN, qui sont effectivement des réseaux, on y reviendra un petit peu après, mais très importants du coup dans le cadre des territoires connectés et durables. Donc le déploiement de ces réseaux-ci partout en France, pour le compte du coup des opérateurs et également des collectivités territoriales. Suite, donc, effectivement, il y a eu cette partie un peu historique de mise en place du coup des réseaux partout en France. Très vite et très tôt, chez Sogetrel, il y a eu aussi une réflexion sur, voilà, aujourd'hui, on a effectivement les canaux de communication. Maintenant, effectivement, comment on valorise ces canaux et comment on peut proposer effectivement de la valeur côté Sogetrel sur ces réseaux. Et arriver du coup très rapidement la brique intégrée, donc avec la mise en place du coup d'usage à travers des objets connectés. On vient justement disséminer sur les territoires et avec lequel donc on remonte de la donnée et du coup derrière on vient valoriser en fait cette donnée-là et du coup là c'est la troisième brique, effectivement la partie exploitée, où on vient en fait à travers des plateformes et à travers tout un système effectivement de visualisation de ces données et de traitement de la donnée, pouvoir justement venir valoriser cette donnée-ci pour répondre à des besoins et à des usages du territoire. Donc là, je parle vraiment au sens global. Donc, globalement, voilà les activités de Sogetrel autour de ces territoires connectés. Si on passe à la slide suivante, effectivement, on a donc la partie, toute la partie du coup Societies, hein, qui aujourd'hui est la marque Sogetrel qui reprend toute cette offre territoire connecté et durable. Sur lequel on a parlé effectivement de réseau, on a parlé de capteurs, on a parlé d'usage et de plateforme, et tout ça effectivement c'est repris dans la roue que vous voyez sur la partie gauche avec les univers et les usages qui y sont associés. Donc, si jamais on en parle effectivement brièvement, on va avoir la partie tranquillité publique, ça c'est la partie plutôt historique avec du coup la vidéoprotection, contrôle d'accès. Donc ça c'est sur notre filière Erima qui est spécialiste, intégrateur spécialiste en France sur ces sujets-ci. On va avoir aussi tout ce qui va être mobilité durable. Donc là on va parler de stationnement intelligent, on va parler de gestion de flux, donc avec le comptage de mobilité douce par exemple, pour pouvoir derrière savoir un peu comment les citoyens utilisent la ville. On va avoir aussi tous les systèmes d'éclairage public. Donc, alors là, l'idée, c'est vraiment Sogetrel, on se positionne essentiellement sur la partie pilotage de cet éclairage public. Donc, vraiment les modules qui permettent derrière de pouvoir contrôler l'éclairage public à travers du coup ce réseau LoRaWAN qui permet justement de pouvoir non seulement remonter de la donnée, mais aussi pouvoir piloter les éléments, donc ce qui est le cas pour l'éclairage public. On va voir aussi tout ce qui va relever des usages de l'environnement, qualité de vie. Donc là, on va parler de tout ce qui va être qualité d'air extérieur, optimisation aussi de la collecte des déchets, donc avec les points d'apport volontaires, application citoyenne, voilà tout ce qui peut effectivement améliorer le quotidien et du coup l'environnement. On va voir, ça c'est un des gros sujets aussi du moment, hein, les bâtiments intelligents, donc avec la performance énergétique des bâtiments, donc suivi des remontées de consommation, tout ce qui va être qualité d'air intérieur, tout ce qui va être aussi comptage de personnes, hein, dans les bâtiments au sens du public par exemple. Voilà, on va intégrer vraiment toutes ces briques aussi pour nos clients. Et le dernier point, effectivement, on va faire un focus sur ces usages, sur un de ces usages-ci, donc les cycles de l'eau, avec là donc tout ce qui va être la télérelève des compteurs d'eau, qui fait partie des gros sujets aussi de déploiement des réseaux IoT LoRaWAN. On va avoir aussi tout ce qui va être détection de fuite
sur les réseaux, et du coup l'arrosage intelligent, donc qui est effectivement notre sujet aujourd'hui. Point important, donc SoGeTrade, donc effectivement en tant qu'intégrateur, nous on va être présent sur sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, sur ces usages-ci. Donc on va non seulement fournir, installer, on va intégrer également, et on va pouvoir donc aussi exploiter, voire effectivement maintenir aussi. Bon, ça après bien sûr c'est les différentes briques peuvent se moduler en fonction des besoins des projets, mais on est capable aujourd'hui effectivement de prendre en charge l'ensemble du projet, donc de la fourniture jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. Point important aussi en tant qu'intégrateur, donc effectivement ici on voit des usages qui sont représentés. Derrière ces usages, il y a des solutions bien sûr qui existent partout sur le territoire. Nous, SoGeTrade, donc en tant qu'intégrateur, on n'a pas de solution en propre, on ne produit pas de solutions. On se base vraiment sur notre écosystème de partenaires et de fournisseurs pour pouvoir proposer des solutions globales. Ça, c'est un point important, ça nous permet d'être justement agnostique en termes de technologie, c'est-à-dire pas forcément pousser une solution plus qu'une autre. Derrière, en fait, on vient surtout adapter au maximum les solutions et prendre les solutions les plus adaptées au projet qu'on propose du coup effectivement à nos clients. Et derrière, nous, on prend effectivement en charge toute la gestion de ces solutions et que tout se passe bien. Le point important, effectivement, d'être agnostique aussi en termes de technologie, c'est que sur des systèmes comme les territoires connectés et durables, c'est qu'on est sur des environnements ouverts. Et ça, c'est un point stratégique hein, chez SoGeTrade, c'est-à-dire que nos partenaires et nos fournisseurs ont effectivement des technologies, des solutions qui sont ouvertes, qui permettent de pouvoir avoir de l'interopérabilité, de l'interconnexion. Ça, c'est des points importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fournisseur qui vient nous voir avec une solution propriétaire avec lequel en fait on a besoin d'avoir l'ensemble de sa solution pour que tout fonctionne, c'est aujourd'hui pas des choses qui vont nous intéresser. Et en particulier, c'est un petit peu à l'encontre de ces principes même des territoires connectés et durables, où justement on vient agrémenter en fait au fur et à mesure ces usages sur le territoire et on vient justement les relier les uns avec les autres. Ça, c'est un point essentiel effectivement chez SoGeTrade, de pouvoir proposer donc tout un panel de solutions à travers les usages et du coup derrière de pouvoir effectivement personnaliser et être au plus proche des besoins de vos projets là-dessus. Maintenant, on rentre effectivement un peu plus dans la thématique, du coup, sur le slide suivant, dans la thématique donc du cycle de l'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une ressource effectivement à préserver, hein, la partie en particulier avec donc les fortes sécheresses, donc qu'on a plutôt connu l'année dernière. J'avoue que cette année, c'est un peu plus différent avec la météorologie qu'on a, mais aujourd'hui, effectivement, on a une raréfaction de cette ressource et aujourd'hui, on pose effectivement, et c'est un point aussi essentiel chez nos clients, ces systèmes du coup que du coup on vient poser pour pouvoir derrière préserver au maximum, pouvoir utiliser correctement entre guillemets l'eau derrière en ayant un minimum du coup de perte d'utilisation en fait, de la plus adaptée. Et du coup effectivement la solution Green Citizen en a un très bon exemple. Fabrice vous présentera juste après justement tous les points qui sont pris en charge par la solution. Donc effectivement, en termes de contexte, aujourd'hui, on est sur une raréfaction de cette eau et derrière, comment préserver en fait cette ressource. Et donc du coup, là vient du coup, sur le slide suivant, l'usage du coup de l'arrosage intelligent. Derrière, en fait, on a plusieurs usages qui se cachent derrière cette thématique du coup de l'arrosage connecté. Donc, on va avoir tout ce qui va être donc, bien sûr la détection des fuites sur ce réseau-ci précisément, la remontée du coup du suivi des consommations de la solution. Derrière aussi, bien sûr, l'entretien qui est quand même le point principal, on va dire, de la solution de l'arrosage connecté, de pouvoir effectivement être au plus juste. Fabrice vous présentera effectivement tout ça. Nous, en tant qu'intégrateur, qu'est-ce qu'on fait sur cette solution-ci? Donc, nous, en fait, on vient intégrer cette solution sur déjà la mise en place d'un réseau, ou si le réseau est déjà existant, de pouvoir effectivement s'assurer qu'on puisse bien mettre en place la solution d'arrosage connecté dans votre collectivité. Donc ça derrière, on va effectivement
échanger avec vous pour voir un peu quels sont les réseaux qui sont disponibles. Si derrière, effectivement, il y a un réseau à mettre en place à ce moment-là, on le mettra en place du coup dans le cadre du projet pour pouvoir derrière déployer du coup la solution Green Citizen d'arrosage connecté. Et derrière, il y a également toute la partie plateforme sur laquelle on vient justement personnaliser les tableaux de bord pour qu'ils puissent répondre au plus juste à votre besoin. Donc nous, on est vraiment sur cette brique d'intégration, donc du coup de bout en bout, depuis le réseau jusqu'à effectivement la publication des données à travers la plateforme Green Citizen. Et donc du coup, on vient intégrer l'ensemble de la solution pour que vous ayez aussi, vous, qu'un seul interlocuteur unique qui est Sogetrel sur votre projet. Et derrière, c'est nous qui gérons effectivement avec nos partenaires la mise en place du coup et le déploiement de la solution. Voilà. Je vais m'arrêter là pour au niveau de la présentation, et puis du coup, je relaisse la main à Nabil, du coup. Merci Guillaume. Du coup, on passe la main à Monsieur Montbarbon. Oui, bonjour à tous. Merci Guillaume et Nabil pour l'introduction. Donc je me présente, Fabrice Montbarbon. Je suis en charge de l'arrosage intelligent chez Green Citizen. Juste quelques mots pour présenter Green Citizen. Donc nous sommes une société qui développe des solutions digitales pour les réseaux d'eau avec différents cas d'usage. Un premier qui est la sécurisation de la fourniture en eau potable pour les camps de réfugiés en Afrique et en Asie, sujet que l'on travaille en partenariat avec les Nations Unies. Un deuxième sujet qui est l'eau pluviale et l'assainissement, sur lequel donc, on intervient avec des capteurs connectés et notre application pour optimiser le fonctionnement de ces réseaux. Et donc le troisième cas d'usage qui est l'arrosage intelligent dont je m'occupe. Donc sur l'ensemble de ces sujets, comme je disais, on développe la partie matérielle, hein, tout le matériel connecté, et la plateforme et l'application métier que l'on va utiliser. Alors on parle d'arrosage intelligent et durable. Alors ce terme intelligent est devenu un petit peu générique. Pour nous, c'est non seulement un arrosage qui est connecté, mais un arrosage aussi qui prend en compte le besoin des végétaux directement au niveau de la racine pour moduler l'arrosage. Et les objectifs que l'on veut atteindre avec cette solution sont de deux catégories. La première, donc, c'est effectivement de réaliser des économies d'eau. Voilà, si vous pouvez rester sur la slide. Des économies d'eau. Donc ça, en ayant une vision en continu de ce qui se passe sur l'application. De pratiquer l'arrosage agronomique, donc c'est utilisé par des sondes d'humidité, de gérer le besoin des végétaux directement au niveau de la racine pour moduler l'arrosage, et de détecter les fuites qui sont relativement importantes sur les réseaux d'eau d'arrosage. Le deuxième axe, c'est d'améliorer la capacité d'exploitation, c'est-à-dire de rendre l'utilisation de la solution facile et pratique pour les utilisateurs, puisqu'on peut superviser le réseau hydraulique, on peut piloter à distance les différents réseaux primaires ou secondaires, on peut aussi référencer et gérer l'ensemble du patrimoine du système d'arrosage, c'est-à-dire de décrire nos équipements, mais aussi les équipements existants, le type d'arroseur, de buse, d'électrovanne, de regard, pour faciliter une maintenance potentielle, et des outils aussi pour gérer les différentes interventions de maintenance qui permettent donc de rendre la capacité d'exploitation beaucoup plus facile. Si on passe sur la slide suivante, celle-ci décrit la solution. Donc vous voyez ici sur le schéma ce qu'on appelle les contrôleurs de vannes, qui sont des programmateurs. Donc peut-être en introduction, on vient s'installer sur les réseaux d'arrosage existants en remplaçant les programmateurs classiques par nos contrôleurs de vannes directement connectés aux électrovannes. Et ces contrôleurs de vannes vont communiquer avec des sondes d'humidité que l'on met dans les végétaux, donc les sondes dans le sol, dans les racines, à différents endroits, suivant si c'est du gazon ou des arbres, et avec un boîtier connecté qui permet, grâce au réseau LoRaWAN, de transmettre les informations sur la plateforme. Le contrôleur de vanne, on va lui mettre un planning d'arrosage, qui est plus ou moins celui qu'il y avait dans le passé. Et avant chaque arrosage, le contrôleur interroge la sonde d'humidité pour savoir si le végétal a besoin d'eau et donc applique ou non son planning.
Donc, en fonction des conditions météo, réchauffement, au contraire, rafraîchissement, de pluie ou de sécheresse, l'arrosage se déclenche ou ne se déclenche pas. Et on peut donc ainsi économiser automatiquement un grand nombre des séquences d'arrosage, puisqu'on arrive sur une moyenne de nos différentes installations à 41% d'économie d'eau par rapport aux pratiques antérieures, donc ce qui est quand même assez important. Et en plus de ça, alors on peut peut-être passer sur la slide suivante. En plus de ça, on va aussi gérer la partie fuite, détection de fuite, en instrumentant les réseaux d'eau par des compteurs connectés ou en utilisant les compteurs existants si on peut se connecter dessus, pour pouvoir déterminer si de l'eau circule dans le compteur hors du planning d'arrosage, c'est-à-dire qu'on a une fuite sur le réseau primaire, ou si on a un surdébit pendant l'arrosage, c'est-à-dire qu'il y a des arroseurs cassés et donc aussi des fuites d'eau. Donc, cette détection de fuite représente ou est estimée sur l'ensemble des réseaux environ un tiers de ce qui est consommé, donc c'est très conséquent. Ensuite, l'arrosage agronomique dont je vous parlais avec la sonde d'humidité permet d'économiser 30 à 40% d'eau. Donc, on voit que finalement, l'eau utile pour les végétaux représente en moyenne 30 à 33% de ce qui est appliqué en moyenne sur l'ensemble de la France. Donc, il y a une grosse marge de manœuvre et une grosse économie potentielle qu'il faut donc appliquer. Sur la slide suivante, on voit un retour d'expérience. Donc ici, c'est à Martigues, une des communes qu'on a installées dernièrement, qu'on a équipées dernièrement, qui a fait des tests pendant une année et qui est en train d'équiper toute la ville. On voit sur le schéma du haut les arrosages planifiés, avec en bleu ceux qui sont réellement appliqués et en vert ceux qui ont été asservis, qui ont été débrayés, pardon, c'est-à-dire qui n'ont pas eu lieu, en fonction de la courbe d'humidité qui est dessous. Donc, on détermine un seuil de déclenchement que vous voyez en pointillé orange. Quand l'humidité est au-dessus, l'arrosage ne se déclenche pas. Donc, c'est pour ça qu'on voit des bâtons verts. Et quand on passe en dessous du seuil de déclenchement, l'arrosage se déclenche. Et là, on voit, c'est l'ensemble du mois de juillet 2023, où il y avait quand même des périodes de canicule assez marquées. On a économisé presque la moitié des arrosages par rapport aux pratiques antérieures, puisqu'on a ajusté l'humidité du sol aux besoins de ce végétal. Et par rapport aux pratiques antérieures, donc on a supprimé la moitié des arrosages. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, comme le disait Guillaume, on parle d'économie d'eau. J'ai parlé aussi d'améliorer la capacité d'exploitation. Et la question qui vient, c'est effectivement quel est l'investissement et quel est le retour sur investissement surtout, sur des installations et des collectivités qui passent à l'échelle. Donc là, c'est l'exemple sur une collectivité qui a à peu près 280 compteurs d'eau, pratiquement 1000 programmateurs et quelques centaines de centres d'humidité. Donc, il y a et qui consomme 700 000 € d'eau sur la saison. Le coût de l'investissement est aux alentours de 900 000 € entre de l'investissement et du récurrent. Il y a des coûts récurrents de maintenance, de connectivité ou d'abonnement. Et avec les économies d'eau réalisées, si on prend l'hypothèse de 40% d'économie d'eau, on économise 315 000 € par an. Il y a des financements qui existent pour les solutions qui permettent d'économiser l'eau, qui sont fournies par les agences de l'eau et qui peuvent représenter 50% du projet. Donc, on voit qu'avec ces éléments, on a un retour sur investissement en moins de 2 ans, ici sur une année 8, ce qui est très intéressant et très positif pour les collectivités qui veulent avoir une démarche dans la sobriété au niveau de la consommation d'eau, tout en maintenant des espaces verts de qualité. Et j'insiste sur ce point-là parce que depuis quelques années, Guillaume en parlait, l'année passée, il y a eu beaucoup de restrictions d'arrosage. Qui dit restriction dit des végétaux qui dépérissent, qui ne vivent plus ou en tout cas ne transpirent plus. Donc, il n'y a plus de notion de rafraîchissement des zones urbaines, des espaces verts qui disparaissent. Donc, ce n'est pas la solution. Il faut maintenir nos espaces verts vivants. Par contre, il faut optimiser la consommation d'eau et utiliser l'eau vraiment nécessaire. Et c'est ce qu'on peut arriver à faire avec ces solutions qui permettent vraiment de voir au niveau des végétaux leurs besoins et donc de les appliquer au niveau de l'irrigation. Merci Fabrice. Alors,
Comme annoncé au début, donc Sogetrel qui est titulaire de marché via la Canut, pour la mise en œuvre de ces solutions-là, je passe la main à Francisco Ordaz qui va nous expliquer un peu la centrale d'achat et comment y adhérer pour en bénéficier de ces solutions-là. Oui, merci Nabil. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc moi, je vais vous donner les points d'entrée pour comprendre comment pouvoir bénéficier de ces solutions, sachant que vous avez entendu plein de noms de structures ou de prestataires, que ce soit donc Sogetrel, Green Citizen, Canut. Donc je vais un petit peu vous expliquer le parcours. L'essentiel de ce que je vais vous dire sur la centrale d'achat, vous pourrez le retrouver sur l'URL que je vous ai mis dans le chat, lacentrale.lafib64.fr. Donc, moi, je suis chargé de mission au sein du syndicat et actuellement particulièrement en charge justement de faire connaître et développer la centrale d'achat de la FIB64. Donc, ça veut dire que nous avons créé une centrale d'achat en propre l'an dernier, laquelle centrale est ouverte sur adhésion à toutes les collectivités des Pyrénées-Atlantiques et au-delà de ça, même toute structure publique qui aurait un profil d'acheteur public. Donc, en particulier, toutes les communes du département peuvent bénéficier de ce dispositif. Pour adhérer à notre centrale d'achat, vous voyez, il y a un système de tarification qui montre que, par exemple, les communes entre 500 et 3500 habitants, il va y avoir un coût d'adhésion annuel entre 50 et 200 euros. Donc ça, c'est par an. Donc, le préalable, donc adhérer à notre centrale. Sur notre site, vous trouverez facilement un modèle de convention d'adhésion et, si vous le souhaitez, un exemple de délibération type pour pouvoir acter dans votre collectivité de cette adhésion. Donc, à partir du moment où vous êtes adhérent à notre centrale d'achat, ça vous donne accès à 3 magasins. Et on va passer à la slide suivante, Victoria, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça vous donne un accès automatique à ces 3 magasins. Il y a 3 magasins. Le premier magasin, au milieu, c'est celui de la FIB64. Donc, on va dire c'est notre magasin en propre, dans lequel on va trouver environ actuellement une douzaine de produits ou de services. Donc, ça peut être, par exemple, une solution de déploiement de Wi-Fi territorial qui va être portée par un titulaire qui a été notifié à travers un marché qu'on a porté en propre. Ou alors, ça peut être des services qu'on va nous porter en direct avec nos équipes, en particulier sur tout ce qui va être la dématérialisation de l'administration électronique. Donc, ça, c'est une première partie. Vous trouverez là aussi sur le site le détail de tous les services, tous les produits qu'on délivre en propre. Le second magasin, qui est à gauche, c'est le magasin de Capaki. Donc, Capaki, c'est une centrale d'achat d'Aquitaine. Donc, je rappelle, vous adhérez à la centrale à FIB64 et automatiquement, sans surcoût, vous pouvez accéder à tout ce qui se trouve dans le magasin de Capaki. Alors, on y trouve des produits numériques, ça peut être des certificats électroniques, ça peut être du matériel, des téléphones, mais il y a aussi beaucoup de produits qui n'ont rien à voir avec le numérique. Ça peut être de la papeterie, ça peut être des outils des produits pour la petite enfance, pour la restauration, pour le sport. Donc, un certain nombre de produits qui peuvent servir dans des politiques publiques de différentes collectivités. Donc, ce n'est pas notre cœur de métier, mais vous pouvez directement accéder à ces produits pour lesquels, là aussi, Capaki a passé des marchés, a challengé des prestataires et a négocié des tarifs très intéressants. Troisième magasin, celui de la Canut. Donc, la Canut, c'est une centrale d'achat dédiée au numérique qui s'est montée début 2024 et qui a déjà mis en place beaucoup de marchés, puisqu'actuellement, il y a une dizaine de marchés qui sont déjà en ligne, opérationnels, et il y en a 18 autres qui vont être notifiés probablement d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura eu en une seule année 28 marchés qui, en gros, couvrent à peu près tous les besoins que peuvent avoir une collectivité dans ces différents besoins de numérique, que ce soit achat de matériel, que ce soit des logiciels métiers, que ce soit des licences bureautiques. Il y a aussi un marché télécom sur lequel il y a
beaucoup de lots, que ce soit pour aller chercher des solutions de fibre noire, d'accès Internet, de téléphonie mobile. Donc il y a comme ça 10 marchés, et parmi ces 10 marchés qui sont aujourd'hui notifiés, il y a le marché sur les objets connectés, dont on vient de parler. Ce marché a comme titulaire Sogetrel, et donc Sogetrel s'appuie sur un certain nombre d'autres prestataires, de sociétés, sur les différentes thématiques qui sont portées dans ce marché-là. Donc, nous, la FIP 64, notre vocation, c'est d'ouvrir tous ces produits, donc que ce soit notre magasin, celui de Capaki, celui de Canut, à un maximum de collectifs du département. Donc nous, on est là pour vous accompagner et vous faciliter la relation. Ça veut dire que, par exemple, très concrètement, sur la solution qui vous a été présentée aujourd'hui, je le rappelle, préalable, 1, vous adhérez à la centrale d'achat FIP 64, et ensuite, nous, on se chargera de vous accompagner sur, en gros, l'inscription administrative sur le portail de la Canut, et ensuite, on vous mettra directement en relation, si vous n'avez pas déjà les contacts, avec les titulaires, donc Sogetrel en l'occurrence, et après, vous interagissez directement avec le titulaire de marché. C'est vous qui passez en direct les commandes avec les titulaires des différents marchés ou des différents lots. Nous, on est juste là pour vous accompagner s'il y a besoin de le faire. Voilà, je pense avoir fait le tour des infos pour vous donner un aperçu de comment je rentre dans ce dispositif pour ensuite aller sur tel ou tel magasin, tel ou tel marché, tel ou tel lot. Et je rends la main alors à Nabil ou à Victoria, je ne sais pas qui reprend la suite. Merci Francisco. Nabil, je te laisse si tu veux. Alors, Sinon, peut-on poser des questions? ouais, Bien c'est le sûr. moment. Des Vas-y, questions-réponses. Victoria, je t'en prie. Bon, ben, Amalia a des questions à poser. Donc, Amalia, ben, écoute, je te laisse prendre la parole si tu le souhaites. Je vous remercie pour cette présentation qui était un peu une nouveauté pour nous Oui. sur les objets connectés. Donc, c'est vrai que ça nous change du parapheur électronique ou de la cybersécurité. C'était extrêmement intéressant, rafraîchissant, si j'ose dire. Petite question sur les capteurs, parce que j'ai peut-être pas tout bien saisi. Quelle est la durée de vie en fait de ces capteurs et de tous les autres matériels ou les autres éléments qui sont utiles pour maintenir cet arrosage? Alors, si on parle des capteurs qui sont installés sur le réseau d'arrosage, donc programmateurs, sondes d'humidité, il y a une durée de vie qui est aux alentours de 10 ans. Voilà, avec un abonnement pour l'utilisation de l'application en elle-même. Voilà, la durée de vie aux alentours de 10 ans. On estime qu'il y a entre 3 et 5% de maintenance et de problèmes matériels par an, ce qui est à peu près dans ce qu'il y a habituellement sur ce type de capteur. Après, pour le réseau LoRaWAN, je laisserai à Guillaume peut-être répondre si ça fait partie de la question. Oui, oui, tout à fait. Oui, au niveau effectivement donc du coup des réseaux. Alors juste pour faire un petit point effectivement sur le réseau LoRaWAN, donc je ne sais pas si vous avez connaissance de ce réseau-ci. En fait, c'est un réseau bas débit, c'est-à-dire que c'est un réseau qui est adapté aux objets connectés. Pour faire simple, il n'y a pas de technique autour de la table, donc je vais pouvoir l'expliquer de cette façon-ci. Le réseau, en fait, va écouter en permanence les données qui vont remonter du terrain. Et en fait, les capteurs qui sont positionnés sur le terrain vont s'ouvrir, vont envoyer la donnée et du coup se rééteindre entre guillemets. Ce qui permet en fait d'avoir des objets du coup qui fonctionnent sur pile ou sur batterie, avec du coup des durées de vie assez longues. Et en plus, effectivement, on parlait de sobriété énergétique. C'est vrai que le réseau LoRaWAN, effectivement, est beaucoup plus adapté que par exemple un réseau 3G ou 4G où en fait les objets vont rester en permanence en communication pour pouvoir transmettre. Ça, c'est la différence avec le réseau LoRaWAN. Le réseau en soi, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà un réseau qui est présent sur votre commune ou votre collectivité, et à ce moment-là, effectivement, on pourra on pourra faire transmettre du coup ces données à travers le réseau existant qui est déjà présent. Les réseaux opérateurs,
de plus en plus c'est évité dans la mesure où en fait ils sont pas forcément adaptés aux usages que vous souhaitez mettre en place. On a vu un changement de paradigme en 2020-2021 à peu près, où finalement les usages d'une collectivité, en fait, on vient adapter le réseau LoRaWAN à ces usages-là, ce qui fait que quand je pose un capteur, je me dis pas mince, je suis hors couverture, du coup ça remonte pas, etc. Donc on a plutôt tendance maintenant à déployer en fait des réseaux privés. Donc, que ce soit par les collectivités, que ce soit par les syndicats numériques, etc. Et ces réseaux privés, en fait, ils sont mis à disposition du coup des communes et des collectivités qui souhaitent l'utiliser pour leurs usages. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on peut mettre en place. Et en fait, on vient du coup adapter le réseau LoRa à l'usage que vous souhaitez mettre en place. Du coup, typiquement dans le cadre du coup des arrosages intelligents. On va venir faire une étude radio, effectivement, des points sur lesquels on va venir mettre ces modules-ci pour pouvoir y mettre le bon nombre de ce qu'on appelle des passerelles. Donc, c'est les modules radio qui sont mis du coup sur le territoire, qui permettent de pouvoir remonter cette donnée à travers du coup la plateforme et donc du coup la plateforme Green Citizen, par exemple. Merci beaucoup pour ces explications. Nous avons une nouvelle question. Alors, tout à l'heure, Monsieur Montbarbon, vous parliez de 43% d'économie. Alors, je pense que c'est une moyenne, évidemment. Et du coup, la question, c'est comment vérifier que nous allons bien faire des économies d'eau en réalisant ces investissements dans les objets connectés. C'est-à-dire, est-ce par exemple, je sais pas moi, il y a une plateforme, il y a quelque chose qui nous permet de suivre les économies que l'on fait. Oui, alors tout à fait. Sur la plateforme, alors dans une des slides que j'ai montré tout à l'heure où il y avait l'arrosage sur le mois de juillet, les économies d'eau, alors peut-être sur la slide ça apparaissait pas, mais sur le tableau de bord, il y a le pourcentage d'économies d'eau qui apparaît soit sur l'année, soit mensuellement. Et donc, on voit les économies d'eau au fur et à mesure. Et on peut rajuster le tir. Si on se dit, je veux faire 35% d'économie d'eau et qu'on n'a qu'à 20%, on essaye de modifier la consigne d'arrosage pour réaliser un peu plus d'économie d'eau, tout en vérifiant que le végétal soit en bonne santé. C'est quand même l'objectif numéro 1. Donc ça, c'est, on peut, par rapport aux pratiques antérieures et au temps d'arrosage qui se pratiquait avant, on peut calculer l'économie d'eau. Si la collectivité a aussi des données issues d'un compteur d'eau sur le site que l'on déploie, on peut aussi comparer le volume consommé l'année N-1 au volume consommé sur l'année N. Mais souvent, ce n'est pas le cas parce que l'eau vient de plusieurs compteurs, ils n'ont pas les données précisément, donc on se réfère vraiment au temps d'arrosage passé, puisque si on arrose 1 heure ou une demi-heure, le 50% d'économie de temps, c'est 50% d'économie de volume d'eau. Donc on a cette notion qui permet de calculer vraiment l'économie réalisée et donc de vérifier si on est bien à l'objectif que l'on souhaite. D'accord, parce que du coup, la fin de la question était à quelle échéance cet investissement est-il rentable pour une collectivité? Tout à l'heure, vous parliez d'à peu près 2 ans. Voilà, alors la réponse était dans la slide du retour sur investissement. Oui. C'est entre 1 an et 2 ans. Ça dépend du volume d'investissement, de la hauteur aussi d'économie d'eau que l'on réalise. Mais effectivement, on a un retour sur investissement qui est inférieur à 2 ans, ce qui est par rapport à d'autres cas d'usage très, très rapide. Et ça parce que on économise l'eau, donc on économise des factures d'eau, mais aussi il y a des subventions qui permettent d'absorber une partie de l'investissement de la collectivité et donc d'accélérer ce retour sur investissement. D'accord. Et avec le nouveau plan eau qui a été mis en place, ces subventions par les agences de l'eau vont se maintenir sur les prochaines années, puisque c'est des plans quinquennaux. Donc, il y aura pour les prochaines années toujours possibilité d'aller chercher ces subventions. Donc, il faut se diriger, s'orienter vers les agences de l'eau des différentes régions et monter des dossiers. À savoir aussi qu'il y a des subventions qui sont données par le département, qui peuvent optimiser un petit peu les 50% fournis par l'agence de l'eau. Voilà, donc il y a des solutions qui existent au niveau aide à l'investissement qui permettent d'avoir ce retour sur investissement très, très rapide. Merci. Nouvelle question. Ça génère beaucoup de questions, ce webinaire. Les producteurs de systèmes d'arrosage n'ont-ils pas des solutions propriétaires d'objets connectés permettant de les piloter? Alors, j'imagine que si les producteurs de systèmes d'arrosage, ça fait la question fait peut-être référence aux grandes marques connues sur les différents réseaux d'eau qui sont Rainbird et Hunter, peut-être une troisième Toro. Donc, eux, ils ont des solutions propriétaires.
Ils peuvent piloter leur réseau d'arrosage. La différence, c'est qu'ils ne sont pas interopérables, donc on ne peut pas les intégrer sur un réseau LoRaWAN. On ne peut pas remonter les données dans un hyperviseur de la mairie, par exemple, ce que l'on peut faire avec nos solutions. Voilà, la différence aussi, c'est que je n'ai peut-être pas, j'ai pas insisté tout à l'heure, dans notre solution, alors Guillaume l'en parlait, on propose des services d'installation, de beaucoup de choses, mais le point primordial, c'est aussi de proposer un service et un support, un accompagnement agronomique pour pouvoir bien utiliser les sondes d'humidité et obtenir les résultats voulus. Ça, c'est un petit peu une différenciation que l'on propose et que n'ont pas forcément les producteurs de systèmes d'arrosage classiques. Merci. Encore une question. Comment Sogetrel assure-t-elle la formation et le support technique pour les utilisateurs du système d'arrosage connecté? Alors là-dessus, en fait, nous, on a effectivement des formations qui sont dédiées, hein, cette partie-ci avec l'appui de Green Citizen, sur la partie plateforme et également la partie équipement. Et derrière, au niveau de la maintenance, donc nous, effectivement, on sera votre interlocuteur rang 1 au niveau des maintenances. Et puis derrière, c'est nous qui gérons, si jamais c'est une question de réseau, à ce moment-là, c'est nous qui allons intervenir. Si jamais c'est plus une question matérielle, à ce moment-là, on fera intervenir Green Citizen. Mais quoi qu'il arrive, l'intérêt aussi de passer par un intégrateur sur la maintenance, c'est que c'est en fait la balle entre guillemets est chez nous, c'est-à-dire que vous ouvrez un ticket entrant en disant bon voilà, j'ai telle problématique, nous on va caractériser jusqu'où cette problématique-là et du coup se retourner vers le bon interlocuteur au niveau de là où a été diagnostiqué en fait le problème. Merci. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas, peut-être si Nabil, tu as des questions ou si quelqu'un veut prendre la parole. Merci Victoria. Donc pour ma part, non, j'ai pas d'autres questions. Je m'oriente vers les participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça n'a pas l'air. Je pense que non, mais je pense que... Si, j'en ai une. Oui, pardon. Là encore, non, mais je viens d'y penser, excuse-moi, Nabil. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que les systèmes... alors, parce que je ne suis pas spécialiste du tout en arrosage automatique, la photo que l'on voit là, par exemple, sur le webinaire, ces outils-là, vous les proposez aussi ou vous proposez que la partie capteur? Le système d'arrosage en lui-même. Donc, je l'ai peut-être dit un peu rapidement tout à l'heure, nous, on vient s'équiper sur les systèmes d'arrosage existants. Voilà, c'est ça. Donc, ces arroseurs, la tuyauterie est normalement présente dans les collectivités et on vient sur la partie programmation. Donc, on remplace le programmateur existant qui souvent n'est pas connecté, un programmateur basique ou même qu'un petit peu connecté mais qui n'apporte pas les fonctionnalités suffisantes et on le remplace par nos solutions. Et en plus, donc, on met les sondes d'humidité dans le sol, on prend en compte la partie compteur d'eau pour détecter les fuites. Voilà, donc on vient s'équiper, on vient équiper les infrastructures hydrauliques existantes. Aujourd'hui, par exemple, quels sont justement vos principaux concurrents sur le secteur? Alors, il y a les grandes structures dont je parlais tout à l'heure, mais qui ne sont pas vraiment dans ce marché, ils ne sont pas vraiment sur le marché, ce qu'on appelle la ville intelligente, plus qu'ils ne sont pas adaptés sur des réseaux LoRaWAN, qui en général sont déployés pour accepter les différents cas d'usage dont parlait Guillaume tout à l'heure, dont l'arrosage intelligent. Donc, il y a quelques autres sociétés, mais qui ne sont pas très nombreuses. J'ai vu, moi, Rainbird. Oui, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, la Rainbird. MySolem, voilà, Hunter, HydraWise. C'est les trois que j'ai vus. Oui, voilà. Donc, alors, c'est des sociétés, alors pas les deux premières, mais Hunter et Rainbird sont des sociétés américaines qui sont relativement, ils ne sont pas interopérables, hein, ils sont propriétaires, donc ils ne laissent pas trop les données se partager. Et apparemment, ils ne sont pas sur la même technologie, ils sont sur du Wi-Fi. Je vois qu'il n'y a que MySolem qui potentiellement serait sur du LoRaWAN. Voilà, effectivement, les autres sont sur du Wi-Fi, du 4G. Ce ne sont pas de la technologie LoRaWAN 0G, donc très, très économe en énergie.
Là-dessus, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, aussi, côté Sogetrel, en tant qu'intégrateur de solutions, on a effectivement sur notre écosystème de partenaires, en fait, des solutions qui sont éprouvées et qu'on a testées aussi en amont. Donc, du coup, ce qu'on propose, c'est ce qu'on peut garantir effectivement comme étant comment les solutions qu'on déploie sur, sur les collectivités. Et en particulier, quand on passe par des centrales d'achat, justement, on s'assure de la viabilité en fait de la solution et derrière des retours d'expérience, etc. qu'on peut avoir là-dessus. Merci. On a une autre question. On a une nouvelle apparemment. question. Oui. Y a-t-il une prise en compte automatique, par exemple, des prévisions météo comme une assistance IA météo? Alors, nous, on a fait le choix de ne pas prendre en compte les prévisions météo, de prendre en compte ce qui se passe réellement au niveau du végétal sur l'espace vert en question. Alors, les prévisions météo sont des données intéressantes, hein, mais elles sont souvent assez générales, assez larges, peut-être moins précises. Et on préfère prendre directement l'humidité au niveau du sol, mais cette humidité au niveau du sol, ce n'est que la conséquence d'un changement, de la météo qui va évoluer d'un jour à l'autre, hein. Quand la météo, la température augmente ou il y a un peu plus de demande climatique, la sonde d'humidité va évoluer plus rapidement que s'il y a une météo plus calme. Donc on préfère prendre la solution de l'humidité du sol. On pourrait techniquement utiliser un capteur météorologique pour dire j'arrose ou j'arrose pas, hein. Il a plu, j'arrose pas, mais bon, la sonde d'humidité fait le même travail et de manière plus précise. Après, sur de la prévision par l'intelligence artificielle, on ne veut pas non plus faire des usines à gaz compliquées à utiliser. On veut une solution qui soit très performante, mais en même temps facilement paramétrable par les usagers. Et juste pour rebondir ce que disait Guillaume, dans la partie utilisation et notamment au niveau agronomique, hein, on n'est pas là pour tenir la main aux utilisateurs tout le temps. On les forme, on les accompagne pendant quelques mois ou une saison d'arrosage s'il faut, pour qu'ils prennent en main la solution et qu'ils soient autonomes pour l'utiliser. Voilà, donc on veut que ce soit une solution qui soit vraiment très adaptée et dont on peut transmettre facilement l'usage aux utilisateurs des systèmes d'arrosage. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, je vais juste avoir une dernière question, mais c'est juste pour ajouter une petite touche d'humour. Je voudrais savoir si les plantes derrière, au fond d'écran de Monsieur Montbarbon sont arrosées manuellement ou de façon intelligente, parce qu'elles sont très belles. Ça a l'air tout du digital ce qu'il y a derrière moi, Ah. donc on est vraiment là-dessus, mais bon. Merci pour la touche d'humour. Merci. Bon, nous arrivons maintenant à la fin de notre webinaire sur l'arrosage connecté. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation et de votre intérêt. N'oubliez pas, la Fibre 64 reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition numérique, hein, et répondre à toutes vos questions. Et aussi notre titulaire de marché, que ce soit Sogetrel et ses prestataires. Donc nous restons à votre disposition. Merci Nabil, merci Monsieur Montbarbon, merci Monsieur Steko-Watt. Excusez-moi si je vais m'écorcher votre nom de famille. C'est normal. Une fois sur deux, c'est... J'en profite également pour vous dire que c'était le dernier webinaire de la saison. Donc ça reprendra maintenant, on va dire septembre, fin septembre, début octobre, avec une nouvelle programmation. Donc on vous tiendra bien évidemment informé de la nouvelle programmation. Et voilà, c'est fini pour nous. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Merci à bonne journée. Merci, au revoir.